de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission francophone des ambassadeurs du futur. Merci d'être avec nous, que vous soyez en Europe, au Québec ou sur les terres chaleureuses de Kama. Vous pouvez retrouver nos précédentes émissions sur notre chaîne YouTube, Les ambassadeurs du futur. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui touche à l'essentiel, à ce que chacun recherche, souvent sans le dire, parfois sans le nommer, le bien-être, la joie de vivre, le bonheur. Mais dans nos sociétés modernes, ultra organisées, ultra réglementées, une question demeure. Et si au-delà des structures de pouvoir, au-delà des mécanismes administratifs, la mission première de l'État était de créer un climat favorable à l'épanouissement humain. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du bonheur sociétal et de la nécessité, plus que jamais, d'un véritable ministère du bonheur planétaire. Mais pourquoi un tel ministère? Et surtout, qu'est-ce qui nous autorise à penser qu'un tel modèle est possible? Eh bien, c'est parce que nous sommes réliens que nous pouvons parler avec confiance de cette possibilité. Nous savons, grâce aux messages transmis par les Elohim, que la vie sur Terre est le fruit d'une création scientifique par des êtres venus d'ailleurs qui ont maîtrisé le code génétique. Ces Elohim, loin d'être des dieux, sont des scientifiques, porteurs d'amour, de respect et de bienveillance. Ils nous ont envoyés au fil des siècles des prophètes, Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet et tant d'autres pour nous guider étape par étape vers plus de conscience. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'Apocalypse au sens littéral, la révélation. L'humanité est prête à comprendre et à choisir. Et les Elohim nous tendent la main et nous proposent de construire une ambassade ici sur Terre pour officialiser cette rencontre historique. Mais surtout, ils nous transmettent un modèle de société, un modèle qui a permis à leur propre civilisation de transformer leur monde en un véritable paradis. Et ce modèle s'appelle le paradisme. Il place au cœur de l'organisation sociale l'amour, la science, la sagesse, le partage et le bonheur. Les Elohim ont traversé les mêmes crises que nous. Ils ont connu la peur, la violence, l'injustice, mais ils ont su les dépasser. Et aujourd'hui, ils nous proposent de faire de même. Le ministère du Bonheur que nous évoquons dans cette émission, c'est l'une des clés de cette transformation. Une institution qui place le bonheur humain comme indicateur principal de réussite sociale, économique, technologique et politique. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui et voilà pourquoi nous pouvons envisager maintenant un futur lumineux. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Jean-Pierre, Saulnier et à nos trois invités. Merci Marilyn, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'entendre ce que tu viens de dire parce que c'est tout un horizon extraordinaire que tu nous offres avec ce petit résumé qui nous parle de nous humains et puis qui parle également en fait de ceux qui sont dans l'univers là-haut, qui nous regardent, qui nous attendent, qui nous aiment parce qu'ils nous ont créés et ils se demandent si on va arriver à passer un cap qui est incontournable pour toute humanité qui naît un jour sur une planète. C'est l'étape dans ce chemin initiatique de progression ou autodestruction. Il n'y a pas 36 solutions. C'est une humanité réussit à passer ce cap parce qu'elle a maîtrisé ses démons, ou bien elle ne réussit pas, puis elle s'autodétruit. C'est incontournable. Toutes les humanités qui sont dans l'univers sont des humanités qui ont réussi ce parcours initiatique. Elles ont réussi à grandir par elles-mêmes avec le regard bienveillant de leur créateur, parce qu'il y en a une infinité de créateurs dans ce monde, dans cet univers. Et nous sommes, nous, appelés un jour à partir aussi dans l'espace pour devenir des créateurs de la vie. Mais avant d'arriver à ce niveau,
il faut qu'on réussisse à maîtriser tous nos démons. Et des démons, il y en a. Il y en a beaucoup, beaucoup sur notre terre et dans les esprits des humains, dans nos esprits, quoi. Pourtant, notre monde, regardez autour de vous, on regorge en fait de progrès extraordinaires. Et nos ancêtres, pendant des siècles, des millénaires, ont gravi petit à petit, hein, avec les moyens dont ils disposaient, parce qu'il leur avait été donné des moyens initiaux au départ de commencer cette humanité. Elle a grandi petit à petit, avec des hauts, des bas et ainsi de suite, mais pas avec la science que nous connaissons aujourd'hui. Il a fallu apprendre, découvrir, mettre en œuvre, créer des choses. Et nos aïeux, merci à eux parce qu'ils ont réussi à nous amener ici, aujourd'hui, là où on est. C'est ça qui est fantastique. Et aujourd'hui, ici, là où on a aussi fait des choses magnifiques. Et regardez autour de vous, c'est fantastique tout ce qui est autour de nous. Il y a un univers extraordinaire qui nous permettrait tout de suite, là, tout de suite, de créer un paradis sur Terre. Mais faut-il pour ça qu'il y ait une organisation, un modèle de société qui permette justement de créer, de vouloir créer ce paradis. Alors, nos amis qui sont là, qui nous intervenants et invités, vont nous éclairer sur ce que c'est que ce modèle à mettre en place et puis comment ça va fonctionner, qu'est-ce que ça va nous apporter. Nous avons Fanny qui intervient en France sur le paradisme et sur plein d'autres choses dans ce mouvement. Nous avons Max qui est là-bas tout au fond de l'autre côté de la planète, hein, en Océanie, au Japon. Et puis nous avons où elle est mignonne, oui voilà, mignonne qui est là à Kama. Kama pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Afrique. Hein, c'est le nom réel de l'Afrique. Elle est là aussi pour nous apporter sa vision donc des Kamites. Puis nous avons donc notre technicien là qui est toujours dans l'ombre, on le voit pratiquement jamais, on l'entend pas, mais il est là bien présent. Hein, c'est Evangelos. Voilà, nous sommes la petite équipe là qui est pour vous apporter en fait ce message fantastique que les Elohim nous ont donné, le paradisme et puis tout ce qu'il y a autour. Les amis, l'humanité, on peut dire qu'elle est proche de pouvoir ou de vouloir offrir enfin un climat de bien-être suffisamment concret aux membres de cette humanité, ce système. Euh, Elle est prête, cette humanité, à le faire, mais est-elle consciente qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elles savent qu'il y a cette possibilité? Je vous pose la question. Est-ce que cette humanité est vraiment consciente de ce qu'elle a comme héritage actuellement? Qu'en pensez-vous? Vas-y, Max, si tu veux parler. Honneur à vous, mes chères sœurs. Honneur aux femmes qui nous mettent au monde. Honneur aux femmes qui sont la porte de l'univers, de l'infini pour venir sur cette planète. Femmes qui font partie de la moitié de l'humanité. Cette humanité qui vit un peu comme un borgne unijambiste, puisque les femmes ne sont pas encore considérées à leur juste valeur. Et le monde ne sera pas tant que les femmes ne seront pas avec nous et tant que les hommes n'auront pas compris qu'en eux-mêmes, une femme sommeille. Il faudrait peut-être la laisser s'exprimer, cette féminité au fond de nous-mêmes. Alors, j'aimerais, par respect, laisser la parole à mes sœurs en premier. Alors, notre humanité est-elle prête? C'est fou parce que nos créateurs, quand ils ont remis ce message à Raël, avaient dit qu'en fait, il nous faudrait, si on se mettait véritablement ensemble, il nous faudrait juste quelques années pour créer un paradis sur Terre. 50 ans après, on est dans une situation pire qu'il y a 50 ans. Donc, on peut se poser la question, sommes-nous prêts? Et j'avais lu une citation de Gaulle qui déjà dans les années 50 disait que le libéralisme n'est pas la solution idéale pour résoudre tous les problèmes humains. Donc, effectivement, on en est là aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde aspire au bonheur. Mais est-ce que on n'est pas encore dans un... On est en même temps freiné par nos propres conditionnements, parce qu'on a toutes les possibilités technologiques pour construire une société propice au bien-être. Mais bon, les choix politiques de cette société sont basés sur le consumérisme, en faisant croire que c'est là où se situe le bonheur.
Et ben, on est tellement encore embrigadé dans nos formatages, dans nos conditionnements, qu'en tout cas, une grande partie de la population n'est peut-être pas prête dans le sens où elle considère ça comme une utopie. Euh, on en est là aujourd'hui, alors qu'on a les possibilités matérielles. C'est juste une question de choix politique. Voilà ce que j'ai envie de dire dans un premier temps. Mignonne, de ton côté, comment tu vois ça? Oui, de mon côté, il faut comprendre aussi que, vous m'entendez bien, pour moi, ma réponse là restera vraiment très nuancée parce que pour moi, l'humanité semble être vraiment plus proche d'offrir un climat de bien-être concret à tous. Mais on n'a pas une réelle politique qui va pouvoir permettre à ce que l'homme soit vraiment bien encadré et profite en fait de ces avancées scientifiques-là. Donc, pour moi, au fait, c'est la volonté politique qui doit accompagner toute cette évolution scientifique-là. Voilà un peu comment je peux répondre à cette question. Ok. Oui, effectivement, Mignonne, ce qui est intéressant dans ta remarque, c'est que la science évolue très rapidement. En l'espace de quelques décennies, on a fait un bond exponentiel dans les découvertes, mais force est de constater qu'au niveau de la conscience de l'être humain, on est encore, je dirais, un peu au Moyen Âge, gouverné encore par des seigneurs, par des princes, par des gendarmes en deux mots qui permettent aux princes d'avoir le pouvoir sur tout le peuple, dont le peuple c'est nous. Et c'est pour ça que le monde a du mal à encore avancer. Mais personnellement, nous sommes prêts plus que jamais maintenant, malgré tout ce qui peut se passer, tous les va-t-en-guerre qui vont nous pousser encore dans la misère, tu vois, ils sont tellement acculés parce qu'ils savent que maintenant, le monde va changer. Il n'y a pas le choix. On a atteint un point de non-retour et ça ne peut aller que dans un côté positif, même si on a l'impression, par tous les médias menteurs qui nous font croire que tout va mal, qui nous font peur en permanence, parce que pour gouverner les gens et les empêcher de s'épanouir, il faut leur faire peur. C'est ce qui se fait de plus en plus. Mais là, la majorité, je suis persuadé que la majorité des gens sur Terre en ont ras-le-bol. Ils sentent qu'il faut que ça change. Et vraiment, on a tous les moyens qu'il faut pour que ça puisse changer. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Vous vous rappelez cette phrase? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On la connaît, cette phrase. Mais elle est complètement inadaptée. En fait, pour nous, réaliens, la conscience, c'est l'ordinateur ici qui est entre les deux oreilles, hein. L'ordinateur, il n'a pas il a pas vraiment de conscience. Ce sont puisque c'est des modules que l'on met comme dans un ordinateur, hein. On met des programmes comme ça, qu'ils appellent l'éducation, la société telle qu'on la connaît. On est tous normatés, dépendamment des pays, à fonctionner comme un ordinateur. Et pour s'en libérer, il faut faire appel à ce qu'on appelle la supraconscience. C'est au-delà de la conscience. Parce que sans science, sans conscience des grines de l'âme, pour nous, les réliens, il n'y a pas d'âme, ça n'existe pas. Ok. Ce qui fait qu'on devrait remplacer ça, science sans supraconscience n'est que ruine de l'être. Et comme pour nous, les réaliens, la supraconscience, en fait, c'est ce qu'on appelle l'amour, qui serait un thème à développer, parce que qu'est-ce que l'amour? C'est un sujet très important. Ce serait plutôt science sans amour ne pourra pas permettre à l'humanité de s'épanouir. C'est un sujet qui est très important. Voilà, dans ma petite introduction, je voulais partager pour lancer le débat. Ah oui, là, vous le lancez bien tous les trois. Oui, Milov, tu voulais dire quelque chose. Oui, oui. Parce que pour moi, malgré ces possibilités, l'humanité semble encore partiellement consciente de cette capacité au fait de pouvoir créer ce bonheur-là un peu partout sur la planète. Et plusieurs facteurs expliquent cette lente évolution pour moi, au fait. Parce qu'à la base, cette inaction réside dans ce que le prophète Raël a nommé les quatre cons. C'est quoi les quatre cons pour moi? C'est ce qui englobe un peu la compétition, la comparaison, la convoitise et aussi la concurrence. On ne peut pas avoir ces valeurs-là qui sont défendues pardon, par nos politiques qui réduisent la définition du bonheur parce qu'ils incitent au fait à ce qu'on pense que le bonheur là se trouve dans l'avoir.
Donc, il faut redéfinir, au fait, pour moi, il faut redéfinir un peu le contexte et le thème de bonheur, au fait, pour qu'on puisse comprendre vers où l'humanité doit aller. Quel est le type de bonheur qu'on recherche réellement? Et ce paradis-là viendra tout naturellement. Voilà un peu. Intéressant, intéressant et riche. Fanny, tu voulais peut-être intervenir, j'ai cru voir. Euh, En fait, effectivement, on nous a fait croire au bonheur dans l'avoir, dans le consumérisme, alors qu'en fait, le bonheur, c'est peut-être qu'il faut commencer par là, c'est un état d'être, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et ça n'a rien à voir avec le fait d'éprouver une grande joie pour avoir acquis quelque chose ou non, c'est un état en fait et comme le disait Max, c'est l'amour. Quand on est dans l'amour, on est forcément heureux. Parce que euh, moi, j'aime bien considérer notre humanité comme un grand corps composé de cellules que sont les êtres humains. Or, quand on regarde le fonctionnement de notre organisme avec toutes ces cellules, toutes nos cellules œuvrent en parfaite collaboration les unes avec les autres pour être en parfaite harmonie. Et c'est ce qui nous donne notre vitalité, notre force, notre joie de vivre, notre bien-être. Et si on se mettait à fonctionner comme fonctionne notre corps, dans cette collaboration, dans cette harmonie entre nous tous, notre humanité bien malade aujourd'hui guérirait très très rapidement. Et pour moi, c'est ça, c'est de considérer l'amour, retrouver les liens qui nous unissent entre nous, comprendre que nous venons tous de la même origine et retrouver ces liens fraternels qui nous unissent avec toutes ces différences qui existent en même temps, parce que c'est ça qui fait notre véritable force. C'est merveilleux de voir des gens aussi différents les uns des autres, parce qu'en fait, on est tous complémentaires. Ce sont nos différences qui nous permettent justement d'être complémentaires, tout comme on a des cellules à l'intérieur de notre corps qui sont complètement différenciées, mais grâce à ça, on a une unité d'harmonie entre nous dans notre corps qu'on pourrait retrouver à l'échelle de notre humanité. Et pour moi, toute cette palette de différences qui existe sur la Terre, c'est là où est notre véritable force, en retrouvant l'amour qui nous unit tous, en retrouvant nos liens fraternels. Fanny, j'adore ce que tu viens de dire. Oh, pardon, tu voulais intervenir, mignonne. Fanny, Oui, j'adore ce que tu viens de dire, de prendre l'humanité tout entière comme un grand corps, un seul corps. Et ça, c'est magnifique parce que Bouddha disait que le monde est à l'image de ce que nous sommes. Et quand j'ai écouté ça en tant que jeune homme, je me suis dit, je peux pas changer le monde, c'est impossible. Par contre, j'ai le pouvoir de me changer moi, c'est-à-dire de devenir ce que je suis. Il y a un philosophe, Nietzsche, qui disait, deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Mais je suis. Non, non, nous ne sommes pas. Nous ne sommes que le fruit d'un principe socioculturel. Donc, pour être soi-même, il faut vraiment désapprendre toute chose pour retrouver sa vraie nature profonde. Et j'aime bien le parallèle entre l'humanité. Si chaque être humain prenait conscience que, comme l'a dit Fanny, tout dans notre corps, cette usine extraordinaire, incroyable et qui fonctionne en parfaite harmonie, en parfaite osmose, l'homéostasie, qui est en permanence un déséquilibre qui s'équilibre, tout fonctionne. Il n'y a pas de conflit à l'intérieur de soi. Il n'y a aucun conflit. Le seul conflit que nous avons, vous savez où c'est qu'il est? Il se trouve ici, là, dans cette partie de crâne où on a complètement enlevé, dénaturé notre nature profonde. Rappelons-nous quand nous étions un petit enfant, là, émerveillé, émerveillant de toutes choses. Moi, je me rappelle, je attrapais le note de musique avec mes mains quand je les entendais. On dit que c'est fou, mais pourtant, j'avais cette magie-là. Nous avions cette magie en tant qu'enfant, cette joie naturelle. Le corps était en harmonie, on n'avait rien dans la tête, comme on dit un bon Marseillais, pas de cacarinette. Non, c'était clair. Puis après, on nous a dit, pense comme ci, fais pas ci, fais ça, comme ci, comme ça. On a complètement atrophié notre supraconscience qui est tombée dans la conscience propre et primitive de ce qu'il faut faire comme ceci ou comme cela, bien paraître et tout. Et l'être humain a fini par mourir. Et si l'être humain, il meurt à lui-même, ben c'est l'humanité tout entière qui meurt. Et c'est comme ça que la violence commence à se faire naître, d'abord dans soi, parce qu'on ne s'aime pas,
Et si on ne s'aime pas, ben, c'est très difficile d'aimer l'humanité. Donc, il faut revenir à la source, à la source. Et l'université, plutôt le ministère du Bonheur, on va plus s'approfondir dedans, c'est ça que ça va nous conduire, c'est vers ça que ça va nous amener. Il y a un élément fondamental dans nous-mêmes, dans notre corps humain. Il y a un gène que j'aime beaucoup, le gène de réparation, le TP53. C'est un gène qui en permanence fait la lecture du génome humain, en permanence, à chaque instant. Il fait la lecture pour voir si tout va bien. Et dès que quelque chose ne va pas bien, hop, il attaque la cellule qui n'est pas bonne et il fait de l'apoptose, la mort de la cellule, pour le préserver. Donc, ce gène de réparation est important. Et quelque part, le ministère que nous voyons, nous, dans le ministère du Bonheur, ça serait peut-être ce gène de réparation dont l'humanité a besoin. Pour dire aux gens, hé, arrêtez là, il faut qu'on fasse un stop là, il faut qu'on revoie les paramètres complètement. Mais je peux prendre toute la parole, je vous laisse à vous, Ok. mes amis. Mignonne, tu voulais dire quelque chose aussi. Mais je voulais rajouter le fait qu'on a tendance à généraliser un peu la définition du bonheur. Et c'est un peu comme le PIB, par exemple. Pensons que les choses vont bien économiquement, peut-être pour la majorité, alors que il faut voir au niveau des personnes, au fait. Il faut voir le bonheur au niveau des personnes. Le bonheur, il, 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 il évolue en fonction des personnes, au fait. Le niveau de bonheur évolue en fonction des personnes. Et chaque être humain définit son bonheur à lui-même. Donc, je dis ça parce que on a tendance à penser que lorsqu'on on regarde les taux de bonheur dans l'humanité en fonction peut-être des pays, on oublie très souvent que ça peut être peut-être une majorité de personnes qui peut-être sont heureux, ou il y a une minorité de personnes qui sont heureux. Alors que chaque être humain, ce que je veux dire, alors que chaque être humain doit pouvoir mesurer au fait son degré de bonheur, son taux de bonheur. Et le bonheur doit être défini en fonction de chaque être humain pour moi. Le bonheur doit être défini en fonction de chaque être humain. Parce qu'on on n'a pas forcément les mêmes ressentis, on n'a pas forcément les mêmes réalités, on n'est pas forcément sur, on n'a pas forcément les mêmes conditions de vie et tout ça. Donc, le niveau de bonheur doit être défini en fonction des personnes et non pas dans sa généralité, en fait. Voilà un peu pour C'est moi. bien ce que tu dis là. Tu es en train d'évoquer quelque chose qui, dans le ministère du Bonheur, peut être un outil fantastique avec Internet et autres, où chaque individu peut très bien mettre sa mesure, je dirais, journalière, hebdomadaire, mensuelle, de son bonheur, et que ce ministère du Bonheur lise tout ça et fasse la, 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 la- l'analyse de tout ça et puisse dire à ses guides ou à ses gouvernants et les copains, vous avez vu où on en est, donc il est temps de revoir vos copies ou bien d'aller dans ce sens-là. Hein, parce que effectivement, ce que tu évoques là, ce que vous évoquez tous, hein, c'est cette notion de que chaque individu construit son propre bonheur. C'est le propre de l'enseignement du prophète, hein, de Raël, c'est je suis responsable du bonheur qui m'arrive, c'est moi qui le construis. Et ne pas confondre le bonheur et le plaisir. Le plaisir, ce sont l'extérieur qui me le donne. Le bonheur, c'est moi qui me le construis à l'intérieur. C'est ce que tu évoquais, Mignonne. Eh bien, si les humains avaient un outil qui leur permettrait d'aller mettre leur cote de bonheur là, et qu'un office style ministère pourrait peut-être aussi faire quelque chose en ce sens-là, regarder et guider, aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment voyez-vous ça? Fanny a dit quelque chose de très important que j'ai aimé en parlant du bonheur. Elle disait que les gens confondent le bonheur et le plaisir par rapport au consumérisme, au bien qu'on peut acquérir. Pour quelqu'un, ce sera la voiture, pour un autre, la moto, la maison, ça va mettre en joie. Ça, c'est pas le bonheur. C'est absolument pas le bonheur. Ça, c'est un plaisir que nous donne quelque chose d'extérieur, escosa, extérieur. Chaque fois que l'on peut dire je suis heureux parce que, dès que vous mettez parce que, vous n'êtes pas dans le bonheur. Vous êtes dans l'illusion du bonheur. On est dans, en fait, de la satisfaction d'un plaisir venu de l'extérieur. Parce que le bonheur ne peut pas avoir de cause. On est heureux ou on ne l'est pas. On est heureux
quand il n'y a aucune raison. Le bonheur, il n'y a aucune raison. Juste le fait d'exister, simplement d'être, doit être une joie immense, incommensurable. Parce que notre vie ne dure en fait qu'environ 14 à 16 heures, dépendamment des personnes. C'est ça la durée d'une vie. Parce qu'à chaque soir, on se couche, on meurt. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le lendemain matin, vous ne savez pas. On ne sait pas si on va se réveiller. Et chaque matin, quand on s'éveille, c'est une date d'anniversaire. Les gens ils oublient, oh, ma date d'anniversaire, c'est elle. Non, non, c'est chaque jour quand on s'éveille que l'on est. Et quand on s'éveille, si on n'est pas heureux en s'éveillant, on n'est pas dans le bonheur. On est dans l'illusion du bonheur. Ah, tantôt j'ai fait un bon déjeuner, ah, je serais content. Ou ma voiture, ou ma chérie, ou je sais pas quoi. Non, le bonheur, c'est la sensation tout simplement d'exister. On nous a enlevé ça. Regardez les enfants, c'est bon, petit bébé, quand on le voit, il rit, il sourit, il éclate de rire. Pour quelle raison? Aucune raison. Aucune raison. Le bonheur ne se mesure pas. C'est un état d'être. Fanny l'a dit, Minden l'a dit, c'est un état d'être. Sans aucune raison. Enlevez le mot parce que. Oui, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison parce que j'ai un exemple à donner aussi. Ici en Afrique, par exemple, quand tu pars dans les villages, tu vois l'enfant, peut-être qu'il n'a pas mangé, peut-être que ça fait une journée et tout ça, mais rien ne lui enlève sa joie de vivre. Tu vois, il joue, il court partout, il s'amuse dans le sable, il danse. Et tu te rends compte que, effectivement, ce que le prophète dit sur le bonheur, ce n'est pas vraiment dans la voix. Ce n'est pas vraiment dans la voix. C'est dans l'être, tout simplement. C'est dans l'être. Et c'est ce que moi j'appelle les petits joies morceau par morceau. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai acheté ma voiture. Youpi, je suis content, je crie de joie. Aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau dans la société, je crie de joie et tout ça. C'est parce qu'on nous a conditionnés au fait que le bonheur dépend de ce qu'on a, ce qu'on reçoit, ce qu'on obtient. Et c'est ça l'éducation, hein? C'est ça l'éducation qu'on a aujourd'hui. Alors avec le réalisme et avec l'université du bonheur, on se rend compte que les petites choses qu'on a, c'est vrai, elles contribuent un peu à l'harmonie de l'être humain sur Terre parce que ben, vraiment, on a besoin d'avoir les besoins de base pour pouvoir vivre. Mais ces besoins de base-là ne conditionnent pas, au fait, notre bonheur. Et notre bonheur ne dépend pas de ces besoins de base-là. On peut être malade et être heureux. On peut ne pas avoir à manger pour certains et ça ne va pas influencer au fait son état de bonheur. Ça ne va pas influencer son état de bonheur parce qu'on s'est dit, on sait qu'on est né, on a été créé pour être tout simplement, pour être heureux, pour être en paix, pour être en harmonie, pour ressentir l'univers, pour aimer, pour s'aimer. Donc voilà, l'état de bonheur pour moi, c'est ça. C'est l'amour qu'on a pour chacun, c'est l'amour qu'on a pour soi, c'est, c'est, c'est la manière dont nous vibrons, au fait, autour de nous qui définit, au fait, notre état de bonheur. Donc C'est voilà ce plein, que c'est plein je... d'amour, tout ça. Fanny, oui. Oui, pour moi, pour résumer ce que vous avez dit, j'adore, hein, c'est le bonheur, c'est l'expression du code génétique. Et pour en revenir au ministère du bonheur, ben, il a quand même des conditions à apporter à tous les êtres humains, parce que euh, un être humain qui est en état de survie en permanence, qui se demande comment il va payer son loyer, comment il va même manger demain, c'est difficile d'exprimer son code génétique dans ces conditions-là. Or, aujourd'hui, on a les possibilités pour faire en sorte que chaque être humain ait largement de quoi vivre dans le confort. Donc, pour moi, la mission numéro un du ministère du Bonheur serait d'apporter les conditions nécessaires à chaque être humain sur toute la planète pour qu'il puisse vivre au-delà de la survie, entre guillemets, vivre véritablement, et donc lui donner les conditions de pouvoir exprimer son code génétique. Non seulement ça lui permettrait de s'épanouir, mais
Comme tu le disais, Max, hein, quand on agit sur soi, on agit sur l'humanité entière. Donc, il y aurait un impact, une incidence sur toute notre humanité. Parce qu'en plus, quand on exprime son code génétique, je prends l'exemple d'un artiste. Au bout d'un moment, il crée, mais il a envie de partager, il a envie de faire connaître ce qu'il crée. Et ça apporte du bonheur aussi à l'humanité. Donc, pour moi, euh, cette expression du code génétique doit être vraiment, c'est l'objectif numéro un du ministère du Bonheur, c'est de mettre l'être humain au centre des préoccupations. Et la première règle, c'est justement de pouvoir lui apporter, faire en sorte qu'il ait de quoi vivre confortablement. Et à partir de là, on est dans le paradis. Enfin, Oui. sur le chemin. Le chemin, hein, ce qui est intéressant, là, ce que tu soulèves là, c'est que, et ce que vous soulevez tous les trois, c'est qu'il y a le bonheur d'un côté, mais il y a aussi le bien-être. Euh, le bien-être, ça, c'est la société qui doit l'apporter, aider les humains à être dans cet état de bien-être pour justement avoir le climat, l'espace suffisant pour pouvoir construire convenablement son propre bonheur. Hein, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que quelque part, il y a cette notion de société, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on en vienne aujourd'hui. Comment la société peut aider les humains à avoir cet espace. On parle donc de ce ministère du bonheur qui est indispensable et que certains pays ont commencé à mettre en place. Comment vous voyez cette construction peut-être locale, continentale, planétaire de ce que peut être ce ministère du bonheur. Parce que, prenez-le en état d'esprit là maintenant, cet outil, cet instrument doit permettre aux humains d'avoir le climat de Oui, bien-être. oui, oui. Et c'est ça le truc. Comment voyez-vous, un, l'humanité, comprendre et accepter que ça peut exister, deux, comment le construire, qu'est-ce que ça peut apporter? La Moi, première chose, nous, en tant qu'Euréliens, on veut bâtir une ambassade pour accueillir les Elohim, nos pères créateurs sur Terre, une ambassade bénéficiant de l'extraterritorialité, ce qui est très important. Et le ministère du Bonheur doit être pareil, doit être un organisme complètement indépendant de tout État, de toute politique. Ça, c'est fondamental. Sinon, ça sera comme ministère de l'Agriculture ou des loisirs ou je ne sais pas trop quoi. Ça ne pourra jamais marcher. Il faut qu'il soit complètement indépendant, autonome et qu'il puisse de réguler un petit peu la politique parce que il doit changer la politique. La politique doit changer généralement sur la planète parce que c'est pas normal qu'un individu ou quelques individus gouvernent une humanité de milliards d'individus. Ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit un collégial de personnes qui gouvernent ensemble, même pas qui gouvernent, mais qui, Guide. qui guident ensemble. Parce que ce doit être des gens qui n'ont pas de désir de pouvoir, mais de partage. Parce que quand on est heureux, c'est la base à avoir. Quand on est heureux, on veut partager, on veut rendre les gens heureux. Quand on est malheureux, on les fait souffrir. C'est pour ça qu'on fait des guerres. Et Fanny a dit un truc important, le bien-être est fondamental. Les besoins vitaux de la pyramide de Maslow sont vraiment fondamentaux. Et c'est pour ça qu'il faut permettre en premier lieu d'apporter à chaque être humain les besoins vitaux, se nourrir, se vêtir, se loger décemment. On n'a pas besoin de château en Espagne, quoi que ce soit. Se vêtir, se nourrir, se loger décemment, d'être bien, de ne pas être assujetti à cette dépendance de travailler. C'est insupportable. On n'est pas sur Terre pour travailler. On a les ordinateurs, on a la robotique pour faire ça. On est sur Terre pour être heureux, pour créer, pour partager, pour aimer, pour bâtir, pour découvrir. Et tous les dirigeants du monde, ces criminels, c'est bien des criminels, qui détruisent les humanités, parce qu'ils veulent avoir un pouvoir pour avoir un bénéfice que pour eux, mais ils vont pas en bénéficier, parce que ça va faire des guerres mondiales, c'est stupide. Il faut partager, donc, il faut revenir aux fondamentaux, assouver les besoins vitaux pour chaque être humain, et la ministère du Bonheur pourra faire cela, apporter cela en premier. Une fois qu'on a ça, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun peut créer, s'épanouir, etc., etc. C'est la base. Euh, moi, je Moi, pense j'ai envie de dire que la notion de liberté doit être absolument
prises en compte par ce ministère du Bonheur, non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle sociétale. Et pour en revenir à ce que tu demandais, Jean-Pierre, pour l'organisation, moi je vois, euh, je prends l'exemple de la France parce que c'est le pays que je connais le mieux puisque c'est là où je vis. On a plein de régions qui sont complètement différentes les unes des autres et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce pays. Malheureusement, toutes les régions ont perdu leur, j'allais dire leur âme, entre guillemets, en tout cas leur Leur identité. spécificité, dans tous les domaines, que ce soit culinaire, artisanal, dans tous les domaines. Mais si chaque région pouvait justement retrouver sa véritable culture, sa véritable spécificité, en s'organisant, mais euh, comment dire, ça serait une organisation à l'horizontale, plus à la verticale où il y a quelques individus qui décident pour toutes les populations, mais ça serait véritablement les populations dans chaque région qui se prennent en charge et qui s'organisent pour faire en sorte qu'il y ait une espèce de cohésion à l'horizontale avec, oui, il y aurait comme un gouvernement à l'échelle planétaire pour qu'il y ait une distribution des richesses, qu'elles soient de production ou des richesses naturelles, et que ce soit équivalent pour tous les êtres humains, quel que soit le pays sur la planète. Mais que chacun retrouve sa liberté de pouvoir agir comme il l'entend, donc s'épanouir individuellement, socialement, et, euh, et on va retrouver une richesse dans notre humanité incroyable, quoi. Et ça va se faire. C'est sûr. Tu as parfaitement raison. Parce que si on s'en tient au fait qu'il faut créer un gouvernement mondial, automatiquement, on comprend que aussi que ce ministère-là aura pour rôle le bonheur de la population mondiale. Et comment cela peut être possible, en fait? Et la principale fonction de ce ministère serait de garantir toutes les politiques. Serait de garantir que toutes les politiques-là, les décisions, les projets gouvernementaux soient évalués et ajustés en fonction de l'impact sur le bonheur et sur le bien-être de la population. Voilà, et moi je pense même que ce ministère-là doit pouvoir chapeauter toutes les autres, tous les autres ministères. C'est-à-dire qu'il doit être au centre, au fait, de, des décisions qui seront rendues, que ce soit des, des, des prises de décisions, les règlements, les décrets et autres. Il faudrait que ce ministère-là puisse chapeauter au fait tous les autres ministères et mettre l'homme au centre de ces décisions. Voilà ce que moi je pense. C'est un collège des sages, quoi, en fait. Oui, oui, En effectivement. fait, c'est ce qui manque le plus hein, dans notre humanité, c'est la sagesse. Parce qu'on a le niveau scientifique, technologique pour créer ce monde. Ce qui manque, c'est la sagesse, c'est tout. Puis l'amour, Et puis l'amour. Mais pour moi, c'est évident. c'est Qui lié, dit quoi. sagesse dit amour. Oui. Très important ce point-là parce que la sagesse sans amour, ça ne peut pas exister. Et l'amour, quand je parle d'amour, c'est pas l'amour, ma chérie, je t'aime, c'est pas l'amour hormonal. Parce que les gens confondent beaucoup l'amour entre mon chéri, je t'aime, ce sont que des hormones. Je parle de cet amour quand, mettons, vous voyez une plante, une fleur, un arbre, un brin d'herbe, et de regarder cette richesse, cette beauté-là, et de s'émerveiller, de sentir cet amour. La nature est harmonieuse, la nature est équilibrée, la nature, elle est saine, elle est sereine. Il faut la voir, il y a plein d'exemples. La plus grande école d'éducation, c'est la nature, mais on ne l'écoute pas, on la détruit. Et sans cette nature, l'être humain ne peut pas exister. Mais sans l'être humain, la nature n'a pas de problème. Elle est équilibrée. Ils l'ont créée harmonieuse, autosuffisante et tout. Donc il faut qu'on apprenne à revenir à la nature à la base. Au début, je disais, notre nature à nous, nous sommes issus de la terre. Hein, grain de poussière, tu retournes dans la poussière. On est issus de la terre, on a été organisé par quoi? Par une science. Quelle science? La science de l'amour, d'être civilisé, une vraie civilisation de 25 000 ans d'avance, dont les Elohim, pour ceux qui veulent s'informer sur notre histoire. C'est ça. À partir de Mais, là, les choses se mettent en... Oui, mais n'est-ce pas utopique un petit peu tout ce qu'on est en train de dire là, parce que changer
une humanité, 7 milliards d'individus, chacun, on le disait tout au début de cette séance, est une individualité, est un personnage unique. Il n'y en a pas deux comme l'autre, hein, et ça n'existe pas. Donc on a 7 milliards d'individus qui voient différemment la notion de vie, de bonheur et tout cela. Hein, c'est ce que Mignon disait en début de séance. Hein, et chacun vit et construit son propre bonheur. Donc comment réussir à créer ce climat, du moins cette idée, ne serait-ce que déjà de faire passer cette idée qu'on peut, un, on a toute la technologie possible pour pouvoir faire un paradis sur Terre. Ça, c'est une chose, c'est le côté matériel. Et puis ensuite, accepter le fait que je dois construire mon propre bonheur et puis que l'autre soit heureux aussi. On est encore loin de cet état d'esprit aujourd'hui. Donc il y a au moins trois combats, si on peut appeler ça des combats, à mener. Un, le développement de la technologie, le partage de la technologie pour que tout le monde ce soit équitable. Deux, que j'accepte de pouvoir construire mon propre bonheur. Trois, que l'autre aussi ait droit au bonheur. Comment réussir à faire passer cette enveloppe avec tout ça dedans? Comment Oui, voyez-vous ça? moi, je me dis que cela s'impose à nous, en fait. Parce qu'avec avec l'évolution scientifique, là, on va arriver à une période où euh, la base du bonheur qui a été redéfinie, là, la base du bonheur qui a été définie au départ, du fait que les gens pensent que être heureux ou bien être dans le bonheur, c'est lorsqu'on a certaines choses. La science vient pour chambouler tout ça. L'évolution scientifique commence à chambouler tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de fonctions qui n'existent plus, par exemple, et qui commencent à disparaître. Et on se rend compte que plus ou moins, on n'a pas vraiment le choix que de pouvoir mettre l'être humain. C'est ça, on n'a pas vraiment le choix que de pouvoir mettre l'être humain au centre des décisions. Sinon, à un moment, on va s'auto-détruire. On va détruire cette planète parce qu'on n'a pas, donc on peut pas parler d'utopie parce que c'est réel au fait. C'est le besoin qu'on a. Et moi, je pense que le fait de l'évolution scientifique, le fait de pouvoir, c'est-à-dire montrer aux gens qu'il n'y aura plus certains emplois et autres, ça va enlever cette béquille-là qu'ils ont, c'est-à-dire ce truc qui les permettait d'être heureux là. Ils n'auront plus ça. Et on va commencer à observer qu'il y aura beaucoup de maladies, il y aura beaucoup de dépression et autres. Donc, c'est comme si la société elle-même viendra naturellement imposer ce ministère du bonheur-là pour pouvoir encadrer et pouvoir éduquer les gens au réel bonheur. Et c'est ce que fait le mouvement raélien. C'est ce que fait nos enseignants avec l'Université du bonheur. On n'a pas vraiment le choix que d'être heureux, au fait. Donc, il va falloir l'enseigner, peut-être même dans les établissements scolaires dès maintenant, les principes, les valeurs angéliques, nos valeurs aériennes, la méditation et autres, pour permettre à ce que les gens vraiment apprennent qu'est-ce que c'est que le réel bonheur, l'état d'être là. Il faudrait que les gens puissent apprendre ça. Et moi, je pense que la sonnette d'alarme commence à retentir. Et on n'est pas loin de ce choix gouvernemental. On n'est pas loin de ce choix. La question qu'on doit Pour tous se aller, poser, pardon. vas-y, Fanny. Pour aller dans le sens de Mignonne, on parlait d'utopie. Faut pas oublier que les utopies d'hier sont la réalité de demain, hein. Donc voilà. D'aujourd'hui. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, euh, on prend conscience parce que il y a plein de choses affreuses sur la planète, mais en même temps, ces choses affreuses font que la conscience se développe. De plus en plus d'êtres humains se disent waouh, mais c'est ça de vivre sur cette planète. On n'a pas autre chose de mieux à faire. Et on prend conscience de plus en plus que, par exemple, la collaboration est beaucoup plus fructueuse que la compétition. La solidarité, la révolte face à l'injustice se manifeste crescendo. Donc, le sentiment d'unité s'exprime de plus en plus fortement avec l'acceptation et bien plus que l'acceptation, l'amour des différences. Donc,
il y a ces prises de conscience qui se développent de plus en plus par rapport à ces aberrations qui existent en parallèle. Et donc, on va progressivement transformer cette utopie en réalité. Oui, tout à fait. Euh, la question qu'on doit tous se poser, c'est, OK, comment on démarre? Par quoi on démarre? C'est toujours la première étape qui est difficile, parce que il y a une intrication de toutes choses, tout est entremêlé. J'aime bien au début, on parlait de, comme disait Fanny, l'humanité, c'est un corps, OK? Et nous sommes à l'image de l'humanité. Nous, dans notre corps, si tout est harmonieux, ben, on est en santé, premièrement. Et si on est en santé physiquement et mentalement, ben, le bonheur vient de l'intérieur et on ne se pose pas de questions. On n'a besoin de rien. L'humanité, elle est malade. Donc, chaque individu a la responsabilité de faire le travail du colibri. C'est important, le travail du colibri. Vous connaissez le travail du colibri? C'est un petit oiseau, ça, on appelle ça le mouche, un petit oiseau. J'aimais bien l'image, c'est la forêt brûle. L'humanité est en train de brûler, là. La forêt brûle. Et le petit oiseau, le colibri, il prend une goutte d'eau, puis il va dans la forêt mettre sa goutte d'eau. Alors, tout le monde se moque de lui, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'éteins le feu, mais tu peux pas éteindre le feu. Ça sert à rien. Je dis, mais moi, je fais ma part. Je fais ma part, tu vois. Et si chacun faisait sa part d'éteindre le feu à l'intérieur de soi, son agressivité, tout ça et tout, si chacun faisait sa part, mais petit à petit, l'humanité entière pourrait évoluer. Ça, c'est quelque chose sur lequel c'est concret. On peut agir déjà soi-même. Pas attendre que le monde change, changerait, non. Commençons par soi-même. Et puis, il y a un poison. Il y a un poison terrible sur l'humanité qu'il faut éradiquer. C'est le problème de l'argent. À cause de l'argent, c'est comme ça qu'il y a des guerres. Il faut éradiquer l'argent. Alors moi, je verrais au principe, dans le principe du ministère du Bonheur, d'offrir un salaire à tout le monde. À tout le monde. C'est qu'on appelle ça, ça a déjà été dit, le salaire universel. L'allocation universelle de plaisir, Voilà, de bien-être, de bien-être. le bien-être pour tout le monde. Une somme, grosse somme, peu importe, à tout le monde, de façon qu'une fois qu'on a ça, chacun donc a plus besoin de travailler parce qu'il y a la robotique pour ça, pour faire tout ce qu'on a besoin de produire par les robots. On n'est pas fait sur Terre pour travailler. Donc les robots vont produire, on aura l'argent, puis après on éradique l'argent, et puis après on va dans les magasins pour que chacun puisse se servir. C'est une sorte de communisme, mais le vrai, général. On est là pour partager, on n'a pas travaillé. C'est pas normal que 500 personnes soient les milliardaires de toute l'humanité. C'est indécent, c'est inacceptable. C'est ça, c'est pire que la guerre, ça. Que tous ces gens milliardaires, là, veulent le rester et ne pas partager. Moi, je suis heureux quand j'ai fait un gâteau. Je suis très gourmand. Je le coupe en 10, j'ai qu'un petit bout. Et mon plaisir est beaucoup plus grand de le manger avec des êtres autour de moi que j'aime. Pourquoi me gaver? À quoi ça sert de se gaver de plusieurs maisons, de plusieurs milliards? À quoi ça sert? Ça va nous détruire tous. Et il faut éradiquer ça. Un salaire universel pour tout le monde, de suite, tout le monde. Vous ne travaillez plus, on arrête. On met les machineries en place. C'est le principe du paradisme, hein, c'est le début. Et là, ce n'est pas de l'utopie, c'est réel, ça peut se faire de suite, maintenant. C'est curieux parce que avec ma famille, je discutais, je disais, oui, mais si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je m'épanouis dans mon travail. Tu t'épanouis dans ton travail? Travail, ça vient de trépalium, qui veut dire torturer, au temps de Torquemada. Et tu aimes ça, te torturer? S'épanouir dans son travail, mais c'est un conditionnement, c'est une hérésie, c'est faux. On ne s'épanouit pas dans son travail. On s'épanouit d'être, de créer. Chaque être humain est un artiste. Chaque être humain est là pour créer. Regardez tout ce qui se passe autour de nous, là. On empêche la créativité des enfants. Quand un enfant commence à créer, on l'empêche de s'épanouir. Bon, j'arrête parce que sinon je n'arrêterai plus. Moi, je pense que tu as parfaitement raison, en fait. Mais le souci, c'est quoi? La raison première, c'est nos modèles économiques qui sont vraiment axés sur la croissance et c'est malheureusement ce qui entraîne les inégalités de revenus et d'accès aux ressources. Ce modèle-là laisse de côté la redistribution équitable et l'investissement dans le bien-être collectif. Donc, créer un État, c'est-à-dire gouvernemental, planétaire, est préférable.
je pense. Parce que si on veut résoudre la question, cette question-là, si on veut faire un ministère, si on veut faire un ministère du bonheur, il va falloir avoir un seul gouvernement mondial. C'est là où il faut peut-être aussi sortir d'un schéma. La notion de gouvernance, ça veut dire c'est le pouvoir. Gouverner, c'est le pouvoir. Dans le paradisme, on parle de guidance. Guidance par le paradisme. Donc, c'est ça qui est intéressant. La guidance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a évoqué tout au début. Ce sont des gens qui ont été choisis parce qu'ils sont aptes à pouvoir tenir ce rôle de guide. C'est-à-dire des gens qui ont toutes les aptitudes intellectuelles, affectives, techniques et autres, qui sont capables de maintenir effectivement la guidance. Et la guidance, c'est offrir des directions, des voies, des pistes à des gens, à des peuples, en fonction des informations que l'on a sur l'ensemble, comme vous le dites tous les trois, global, planétaire, savoir dire il y a tant de matière ici, tant de matière là et autres. Là, on a besoin de ci, de ci, de ça. Arrangez-vous maintenant entre vous pour que vous puissiez partager. N'oubliez pas Eh qu'un oui, des éléments du paradisme, c'est amour, développement des technologies, partage et guidance géniocrate humanitariste pour aller où? Vers le bonheur. Ce sont les 5 points du paradisme qui sont importants. Ils sont bien dans l'ordre. On commence par l'amour, c'est-à-dire qu'on se regarde enfin entre nous pour nous dire, tu es une partie de moi-même, tu es une partie de l'infini. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin, mais ça, on le verra après. On va rester sur Terre. Mais tu es un des éléments qui travaille, qui œuvre avec moi pour faire en sorte que cette planète, cette humanité puisse vivre dans le bien-être. Ça veut dire qu'on va développer la science, la technologie, pour mettre tous les outils adéquats qui sont capables de s'auto-réparer eux-mêmes pour pouvoir donc être toujours productifs et pouvoir ensuite bénéficier du partage, de la redistribution. Que la redistribution soit équitable partout, en connaissances, en technologie, en sciences et en matière je dirais, de vie pour les individus. Ça, c'est important. Mais ça ne pourra se faire qu'à une seule condition, c'est que des gens aient été sélectionnés, capables d'être à des postes d'observation, de regard, de compréhension et de créativité pour pouvoir mener à bien la mission. Moi, j'ai fait du recrutement de cadres supérieurs dans les entreprises une partie de ma vie. Euh, le cahier des charges d'un recruté était d'une exigence terrible. On ne recrutait pas un directeur de boîte comme ça. On ne recrutait pas un directeur de service, de gros service comme ça. C'était des gens qui passaient des tests véritables d'intelligence, de management, de capacité en relationnel, de créativité et autres. Et s'ils n'avaient pas les bonnes notes, ben, ils n'étaient pas recrutés. Les gens que nous devons mettre à la tête de la guidance, ce sont des gens qui doivent avoir passé des épreuves bien spécifiques qui vont démontrer qu'ils ont la palette des 24 à 25 critères nécessaires pour prendre le poste et puis pour commencer à guider. Mais ça veut dire quelque part que nous avons à changer le système de la démocratie. Ah ben oui. Je pense, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites, ah, vous? ça Ah c'est ben sûr. oui, c'est évident, parce qu'il y a quand même une condition sine qua non à la base de tout ça, c'est que les scientifiques qui créent, les grands créatifs qui créent des choses, doivent être complètement indépendants, ne plus être sous la houlette La, la tutelle de et tout ces ça. grosses compagnies financières et toutes les recherches. euh, c'est super important que ces scientifiques, ces créatifs soient indépendants tout en étant animés par des valeurs profondément humanitaristes pour créer en toute liberté, mais dans un esprit d'humanitariste, D'amour. Oui. d'amour. Voilà, D'amour. Vous simplement. savez ce que ça veut dire, humanitarisme, hein? C'est celui qui aime l'humanité. Ouais, ouais. Humanitarisme, celui qui aime l'humanité. Et pour, Et donc, pour moi, la guidance, ben, elle est composée de ces gens qui ont cette vision de pouvoir apporter quelque chose d'extraordinaire, un plus à l'humanité, tout en étant animés par cet amour. Et, euh,
ben, ce sont ces gens-là qui sont pour moi les plus aptes à prendre des décisions, en tout cas pour le bien-être de tous. C'est sous-entendant que dans ce qu'on dit là, c'est que chaque individu reprenne un niveau d'humilité pour Mm. savoir se situer où il est. Est-ce qu'il se sent capable de faire? S'il le sent capable, il faut qu'il aille oser passer les tests comment dire, d'identification pour voir où il en est. Hein. Ça, c'est une épreuve que tout le monde aujourd'hui n'est pas encore capable d'accepter parce que beaucoup ont peur. Hein, j'ai entendu dans les recrutements bien souvent des gens qui disaient: Oh, je ne me suis pas présenté parce que je risque d'être foulé. Donc, il y a toujours cette notion de jugement qui est derrière. Et c'est là où il faudrait que très tôt, peut-être, hein, j'avance, les Elohim l'ont mis en place, peut-être que mettre la capacité à l'enfant déjà de s'estimer périodiquement, voir comment son intelligence, son amour, sa compassion, toutes ces qualités-là se développent pour l'aider lui aussi à grandir, à se développer, puis à arriver à un moment donné à pouvoir dire, waouh, là j'ai atteint le critère où je peux aussi participer activement à la guidance de l'humanité. Hein. Il y a toute une chose comme ça qui serait à mettre en place, c'est ce qu'on va appeler la géniocratie. On développera ça dans une émission prochaine. On parlera de la géniocratie, qui n'est pas quelque chose de fasciste où on prive. Non, chacun est capable de pouvoir se mesurer, gagner, puis comprendre avec humilité qu'il est apte à monter tout en haut ou apte à dire ben, je suis là au service, simplement. Hein. Mais ça, on le verra plus tard. Ça, on développera ça plus tard. J'espère que vous serez là pour le faire, hein, avec nous. Mais voilà, et les gens de ce ministère du bonheur doivent être aussi, à mon avis, des gens comme ça, qui ont passé des critères bien précis pour être des guides à leur tour, quoi. Il y a un premier test, Jean-Pierre, qui serait important pour ces gens du ministère du Bonheur. Est-ce que ces personnes sont heureuses? Parce que quand on parle du bonheur, quand on est vraiment heureux, on n'a besoin de rien et surtout pas de quelque chose d'extérieur. Quand on est heureux, on n'a qu'un désir, un seul désir qui nous anime, c'est de partager, de rendre les gens heureux. Et au Il faut, service des autres, la question ne se pose plus. mais c'est là où l'humilité est importante parce qu'il faut accepter aussi le fait que nous ne sommes pas égaux dans notre potentiel. Tout à fait. Euh, donc, il y a des potentiels artistiques, il y a des potentiels mathématiques, il y a des potentiels machin chose. Il Oui, y a, il y a tout ça qu'il faut voir, mais on n'est pas égaux. Donc, il faut aussi savoir dire, là, il y a quelqu'un, il faut absolument quelqu'un qui soit capable de faire là, parce qu'il est ça. Hein. Donc, c'est tous ces tests d'identification de soi-même qui vont permettre à un individu de dire, là, je serai apte, là, moins. Et puis là, et ça embellit la vie aussi, de savoir où on est et qu'est-ce qu'on peut apporter. C'est ça qui est merveilleux. Les oui. amis, vous savez qu'on a fait notre heure pratiquement. Fanny, je vois que tu voulais encore dire quelque chose. Oui, juste pour abonder dans ton sens, Jean-Pierre, à savoir que l'expression du code génétique suppose en même temps la destruction de l'ego, parce qu'aujourd'hui on est gouverné, on est dirigé par l'ego, et c'est pas des gens qui sont capables, mais c'est des gens qui ont tellement développé leur ego entre guillemets et qui imposent en plus leur volonté aux autres, et c'est ce qui fait qu'on est dans la merde, excusez-moi le terme. Mais donc ça suppose l'humilité. Je crois que tu as utilisé ce terme qui est extrêmement important, bah, de reconnaître nos possibilités, elles sont ce qu'elles sont en fonction de notre code génétique. Point. Yann, tu veux... Moi, je voulais rajouter, il faut aussi faire passer ces tests-là, c'est-à-dire des tests pour voir le niveau d'amour, au fait, que ces personnes-là ont, le niveau d'amour. Parce que le prophète a dit, si on a la possibilité de choisir en étant juste ou en étant gentil, il faut toujours être gentil. Parce que quand on est gentil, on est juste. Donc, euh, cette citation du prophète-là vient un peu confirmer que ces tests-là doivent être passés par ces experts-là pour
connaître au fait le niveau d'amour qu'ils dégagent, le niveau d'amour qu'ils ont. Et puis, faudrait pas partir à l'aveugle, hein. Moi, je pense qu'il faut instaurer aussi une charte d'éthique. Il faut instaurer une charte d'éthique aux scientifiques là, qui va permettre au fait de voir le déroulé au fait de leur mission, de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien. Eh bien, les amis, en trois mots, le ministère du Bonheur, qu'est-ce que vous diriez à Monsieur Lambda, à tout le monde, pour qu'on voit ce ministère naître ici et là et arriver peut-être globalement à l'échelle planétaire? Comment vous pourriez lui insuffler l'envie de construire ce ministère? Mais j'ai envie de dire, c'est de prendre conscience que nous sommes tous des dieux, mais agissant comme des sacrés idiots. Et puis, j'ai envie de terminer par une citation d'André Comte-Sponville qui disait: n'essayons pas d'amputer notre part de folie, mais d'augmenter notre part de sagesse. Je trouve ça très beau. C'est pas mal ça. Oui. Moi, je pourrais dire que pour l'instant, vu qu'on est encore euh, on constitue encore les différents pays, il faudrait que chaque pays prenne l'exemple sur le bouton. Il faudrait que chaque pays prenne des ondes sur le bouton, c'est-à-dire mettre en place des politiques publiques fondées sur ces différents domaines principaux, notamment le développement durable, la préservation de la culture, la gouvernance participative, et puis comment conserver au fait l'environnement, l'harmonie au sein de sa population. Je pense que si on a une politique saine, on a une guidance, c'est-à-dire à la tête de nos États, plus saine, plus raisonnable et avec, je veux dire, un niveau de sagesse et beaucoup d'amour. On ne peut pas ne pas redistribuer ces richesses convenablement. Merci. Super. Max? Alors moi, je dirais un petit mot à ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter même plus tard en différé, c'est que le bonheur, dont on sait que ça commence par soi-même, parce que nous avons un allié extraordinaire, c'est nous-mêmes. Et un ennemi aussi terrible, c'est nous-mêmes. Alors moi, je préfère écouter mon allié et je dirais à mes amis qui nous écoutent, aux amis qui nous écoutent, vous savez, le matin, quand vous vous réveillez le matin, là, la première pensée que vous devriez avoir à vous-même, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, comme a appris le prophète, c'est, je me réveille, là, je suis veuf depuis quelques années, j'ai vécu une très grande histoire d'amour, et là, le matin, quand je me réveille, je me prends dans les bras, et le premier mot que je dis: comment vas-tu, mon amour? Bien sûr, c'est à moi-même que je parle. Alors, je me réponds: je vais très, très bien, on va passer une belle journée, je me prends dans les bras, et je me dis: tu sais que je t'aime énormément, tu vois, et tous les jours et à chaque instant. Et quand je vis ma journée comme ça, je vous le partage, je vis la vie tout simplement. Et s'il m'arrive par accident d'avoir une pensée désagréable, je m'arrête, je dis: hey, t'es qui toi pour parler comme ça? Et de suite: ah non, non, mais t'es qui? Dis donc, tu t'es oublié ou quoi? Alors je m'excuse, non, excusez-moi, c'est pas, je l'enlève de ce computer, ce logiciel qui n'est pas à moi. Ah, qui c'est qui m'a mis ça? Je l'enlève. Je refuse d'avoir des pensées négatives, je refuse de juger, je refuse de critiquer. Parce que si je fais ça, c'est moi-même que je critique, c'est ma part d'humanité que je suis en train de détruire. Donc je suis responsable de l'humanité entière. Alors je veux que cet être-là, que je vis à chaque jour, là, dont j'ai le privilège d'être vivant, je veux qu'il soit un être d'amour, de paix, authentique, vrai, sincère, imparfait. Je ne cherche pas à être parfait, juste être ce petit enfant que j'étais quand j'avais 7 ans, où je croyais à la magie du monde. Et ça s'appelle l'amour. Alors ça, c'est le petit cadeau que j'aimerais vous partager. Ça commence par soi, l'humanité. Si chacun fait sa part, le monde. Et il faut informer les gens. Quand je rencontre des gens qui sont négatifs, qui sont agressifs, je souris, je leur souris, je leur dis un mot gentil, je leur parle, je les rassure. J'ai de la compassion, de l'empathie, mais de la compassion. Je sais qu'ils souffrent et je ne peux pas les critiquer. En plus, ils souffrent.
Donc, si chacun fait ça, ben, ça fait partie du ministère du Bonheur, là. Voilà. Merci, Max. La séance a démarré avec la voix de Marilyn. Marilyn, comment tu clôtures? Ouais, il y a de belles choses qui ont été dites là, passez derrière vous. Alors, à la question, qu'est-ce que je mettrais en place, par exemple, la première chose que je mettrais en place si je devais faire un ministère du bonheur, quelque chose de concret, je mettrais un indice national de bonheur ressenti. En fait, ça permettrait de mesurer, aujourd'hui on mesure le taux de croissance, la dette, le chômage, mais qui mesure la joie, la paix intérieure, le sentiment d'utilité? Ça permettrait de regarder comment les gouvernants, ceux qui nous guident, les gouvernants, euh, mettent en place des politiques. Et quelles politiques? Est-ce que ça a un réel impact au niveau du bonheur? Est-ce que ça oriente euh, comment orienter les décisions vers l'épanouissement humain? Voilà, ça permettrait de rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire l'être humain. Et alors, donc, comment faire? Comment on pourrait faire? Donc, par exemple, chaque mois, chaque citoyen répond à 3 questions de manière anonyme. Alors, un, vous sentez-vous heureux de votre vie actuelle? Deux, avez-vous eu du temps pour vous cette semaine? Et trois, vous sentez-vous aimé, utile et en paix? Et puis, par exemple, ce résultat serait diffusé comme la météo tous les mois à la télé. Voilà, ça permettrait de voir des choses concrètes. Et voilà, ce serait une manière poétique, scientifique et politique de remettre le bonheur au cœur de la société et dans la tête des gens pour savoir quel est leur niveau de bonheur réel et d'orienter les politiques pour qu'elles soient intéressées par ça et qu'elles se mettent en chemin pour ça. Voilà ce que j'avais envie de dire, mais ce que vous avez dit, c'est vraiment extraordinaire, hein. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci, Marilyn. Super. Il y en a un qu'on ne voit jamais, il est derrière ses manettes et micros là-bas. Evangelos, un petit mot. Allez, un petit mot. En fait, je pense que collectivement, on a la philosophie de l'infini et on est tous finalement les gardiens, les garde-fous les uns des autres. Parce on peut être un petit peu le gardien de soi-même, mais on n'est jamais à l'abri de déraper. Mm. Et c'est pour ça qu'on a des guides et on a des références. On a les messages. Et voilà, si on nous dit que les messages sont notre guide principal, et que tout est. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ce qui m'a titillé énormément, c'est les clés. Je pense que s'il n'y avait pas les clés, j'aurais peut-être mis plus de temps pour rejoindre le mouvement. Mais c'est dans les clés que j'ai trouvé ma motivation principale. Et je me suis dit, là, on a vraiment les outils pour construire notre futur collectif et individuel. Je dis bien collectif et individuel. Et j'ai pris conscience il y a peut-être une dizaine d'années que j'en avais parlé avec Bernard Ancel, avec qui j'échangeais beaucoup à l'époque, que finalement, il y a une part importante dans les clés, c'est les 4 niveaux, c'est les 4 plans. C'est quelque chose qu'on a tendance, peut-être, on a eu tendance un petit peu à ne pas utiliser, et depuis lors, je les utilise en permanence. Mm. Voilà, c'est tout. Tu jugeras toute chose par rapport à l'infini, par rapport aux valeurs des C'est Elohim, ou oui. si tu n'as pas les valeurs des Elohim ou celles des droits de l'homme, tu feras en sorte que la société soit honorée et grandie dans ses valeurs. Et pour l'individu, tu t'élèveras au plus haut niveau de ce que tu peux élever chez toi. Et il y a un élément qui a été ajouté, comme dans le 5e élément d'ailleurs, c'est l'amour. L'amour. Tout ça, c'est habiter d'amour. Ouais. Merci les amis. Eh bien, l'heure est passée largement. Je vous ai fait faire des heures supplémentaires, des minutes supplémentaires. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires.
de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais